Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un serial killer australien, aussi surnommé le mutilateur. Je parle de William McDonald et c'est Kefka Palazzo, j'espère que je dis bien le nom. Je vais vous l'afficher juste là qui me l'a suggéré dans les commentaires. Je me suis renseignée sur cette histoire, je l'ai bien aimée donc je vous la raconte aujourd'hui. Alan Greenberg est né le 17 avril 1924 à Liverpool en Angleterre. Il a deux frères et sœurs et très tôt, ses parents s'aperçoivent que cet enfant a un comportement solitaire. Il fait très souvent de longues balades tout seul et fugue plusieurs fois de la maison. D'ailleurs, sa mère a dû faire intervenir les policiers à plusieurs reprises pour qu'ils ramènent son enfant à la maison et plusieurs psychiatres l'ont diagnostiqué de schizophrène. En 1943, alors que Greenberg n'a que 19 ans, il s'engage dans l'armée. Il est transféré dans le corps des fusillés dans le comté de Lancashire. Pendant cette période, il se fait violer par l'un de ses caporals alors qu'ils se trouvaient tous les deux dans un abri anti-aérien. Et son chef le menace de mort si Greenberg révèle la chose. Alors depuis tout à l'heure, je parle de Greenberg, vous allez voir plus tard que Greenberg, c'est McDonald. C'est juste qu'il a changé de nom par la suite. Au premier abord, Greenberg est traumatisé par ce qu'il vient de vivre. En même temps, il a été violé. Mais petit à petit, il change d'avis sur l'expérience car il se rend compte qu'il est attiré par les hommes. Sauf qu'à cette époque, être homosexuel signifie avoir une vie de misère et d'humiliation. En 1947, il quitte l'armée, on ne sait pas vraiment pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il a été victime d'un viol? Est-ce que c'est parce qu'il s'est rendu compte qu'il était homosexuel? Ou est-ce que c'est parce que les psychiatres se sont rendus compte qu'il était schizophrène? On ne sait pas, mais à mon avis, c'est l'une des trois raisons. Je pencherai quand même plus pour le côté schizophrène qui a dû faire peur à l'armée. Son frère le fait interner dans un hôpital psychiatrique en Écosse et là-bas, dans cet hôpital psychiatrique, ça rigole pas. Dans les cellules, il n'y a pas de chauffage, il fait super froid et il reçoit un traitement quotidien de choc électrique. Au bout de 6 mois, sa mère le fait sortir de cet hôpital psychiatrique et le ramène chez elle. Petit à petit, il commence à avoir une vie sociale, il traîne dans les bars et il devient homosexuel affirmé. Donc il ne se cache plus, il drague des hommes publiquement et ouvertement dans les bars, dans les toilettes publiques. Enfin, il vit sa meilleure vie. Quand je dis qu'il vit sa meilleure vie, c'est pas tout à fait exact. Ok, après le travail, il arrive à assumer pleinement son côté homosexuel. Cependant, lorsqu'il travaille, c'est très compliqué. À cause des moqueries, des railleries, il est obligé de changer de travail très souvent. Côté professionnel, c'est pas top. En plus de ça, il s'inquiète lui-même de sa santé mentale, donc il consulte un psychiatre et il lui dit qu'il est en proie à des hallucinations auditives et visuelles. Le praticien lui recommande de passer les 3 mois suivants dans un établissement spécialisé, dans un établissement psychiatrique, mais à la suite de ces 3 mois, rien ne change. Et son entourage ne l'aide pas vraiment car au lieu de le soutenir, ils lui disent que s'il est dans cet état, c'est à cause de lui et de lui seul. Donc Greenberg décide de fuir l'Angleterre, il part s'installer au Canada en 1949 et 6 ans plus tard, en 1955, il part pour l'Australie. Son objectif est très simple, il veut commencer une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie passe par un changement de nom. Dorénavant, il ne se fera plus appeler Alan Greenberg, mais maintenant ce sera William McDonald. Peu de temps après son arrivée en Australie, il est accusé d'atteinte à la pudeur pour avoir touché le pénis d'un détective dans les toilettes d'Adélaïde. Pour ça, il passe devant le tribunal et il a une peine de 2 ans de libération conditionnelle. Il déménage ensuite à Ballarat et trouve un travail dans un chantier de construction. Cependant, ses collègues se moquent très souvent de lui et de ses manières. Ils l'appellent Poofter, ça veut dire pédale en français, et pour se venger, McDonald crève les pneus de leur vélo. Et comme auparavant, il change très souvent de travail. En plus de ça, en Australie, il change également d'état. Il n'arrive pas vraiment à se fixer à un seul endroit. Et au fur et à mesure, sa rage augmente contre ses bourreaux, accompagné aussi d'une paranoïa naissante. En effet, il s'imagine que tous les gens qu'il croise dans la rue ou les gens avec qui il travaille parlent de lui, se moquent de lui et en plus de ça, il est persuadé que le caporal qui l'a violé dit des choses méchantes à son sujet.
En 1961, il déménage à Sydney et ce sera le début de sa période de meurtre. Les meurtres de MacDonald débutent à Brisbane en juin 1961. MacDonald s'est lié d'amitié avec un homme de 55 ans nommé Amos Hurst. Un jour, ils vont boire un verre ensemble, ils commencent à être un petit peu alcoolisés et ils terminent la soirée dans l'appartement d'Hurst et bien sûr, ils boivent encore plus. Une fois qu'Hurst est complètement ivre, MacDonald l'étrangle sans vraie raison apparente, puis le frappe au visage, ce qui viendra achever l'homme de 55 ans. Son corps est retrouvé 5 jours plus tard et au départ dans le journal, il est écrit que l'homme serait mort accidentellement. Forcément, MacDonald est soulagé, sauf que peu de temps après, cette mort accidentelle est en effet convertie en meurtre et donc MacDonald commence à avoir un petit peu peur, même s'il se dit que personne ne l'a vu entrer chez Hurst et en sortir. Sa deuxième victime est Alfred Reginald Greenfield. Les deux hommes se sont rencontrés sur un banc à Green Park et comme pour sa précédente victime, il propose à Alfred d'aller boire un verre. Il attend que ce dernier soit alcoolisé avant de le tuer. Mais cette fois-ci, c'est un petit peu plus difficile que la première victime car Alfred met du temps à être alcoolisé et MacDonald se dit qu'une victime pas assez alcoolisée, c'est plus difficile à tuer. En effet, l'homme pourrait être capable de se défendre. Donc il attend un petit peu, puis il l'amène vers un coin sombre où il y a peu de personnes et il le poignarde à 30 reprises. Certes, il le poignarde à 30 reprises, cependant la férocité du premier coup porté a suffi pour achever l'homme car il a touché l'artère. Et cette fois-ci, il ne se contente pas seulement de le tuer, puisqu'une fois sa victime achevée, il découpe ses parties génitales. Comprenez le pénis et les testicules, et d'ailleurs, il les jettera plus tard dans le port de Sydney. La victime est retrouvée nue quelques jours plus tard, le 4 juin 1961. William Cobbin, 55 ans, est sa troisième victime. Il l'a rencontrée à Moore Park, mais cette fois-ci, il saute l'étape de boire un verre. Il décide de l'emmener directement dans les toilettes publiques du parc. Dans ces toilettes, il lui met un uppercut. Ensuite, il le poignarde, lui sectionne la veine jugulaire et donc sa victime meurt sur le coup. Vous en doutez, le sang lui éclabousse les bras ainsi que les mains, mais aussi les murs des toilettes. Le corps de cette victime sera retrouvé quelques jours plus tard dans les toilettes publiques du parc. Il n'a pas déplacé la victime. Et comme pour sa précédente victime, il lui baisse le pantalon, les sous-vêtements et lui sectionne les parties génitales. Le 31 mars 1962, MacDonald n'a toujours pas dit son dernier mot. Il croise dans la rue Frank McLean et lui propose d'aller boire un verre. Ouais, comme ça, dans la rue. A noter que la veille, MacDonald avait acheté un couteau. Il poignarde donc sa victime au visage, le frappe ensuite de coups, ce qui va faire perdre l'équilibre de Frank McLean. Heureusement pour McLean, il arrive un peu à échapper aux coups de son agresseur car une famille avec un bébé passait non loin. Le bébé qui était dans la poussette s'est mis à pleurer très très fort, ce qui est donc à alerter le couple. Le couple a vu cet homme en danger. Forcément, MacDonald s'est caché. Le couple a réagi très vite, a décidé d'aller voir la police, puisqu'en fait il y avait un commissariat pas très loin de la scène de crime. Pendant que le couple est parti au commissariat pour prévenir la police qu'il y avait une victime par terre avec le visage ensanglanté, MacDonald ressort de sa cachette, tire le corps de sa victime, l'emmène un peu dans une partie où il y avait moins de monde et l'achève en le poignardant à la tête, au cou, au visage, au ventre, à l'abdomen ainsi qu'à la poitrine. Puis, il baisse son pantalon, lui sectionne les parties génitales, les place dans un sac plastique et il les jettera plus tard. La police arrive quelques minutes plus tard, mais vous en doutez, c'est trop tard. Et quand les enquêteurs voient ça, ils pensent tout de suite qu'ils ont affaire à un tueur en série ou bien à un chirurgien, car ils disent que le travail de mutilation prouve que l'homme est un chirurgien qui possède de nombreuses années d'expérience. C'est également pour ça que ce tueur en série a hérité du nom du mutilateur. MacDonald travaille sous le nom d'Alan Esward Brennan. Il travaille au tri du courrier au bureau de poste local et il se fait licencier. À partir de ce moment-là, il en a assez de passer d'un petit boulot à un autre petit boulot et donc il décide d'acheter un magasin qu'il paye 560 livres, c'est environ 1160 $, je vous mettrai l'équivalence en euros. Il achète ce magasin et lui, son idée, c'est de vendre des sandwichs et des petites marchandises, mais également de vivre au-dessus du magasin. Le magasin est également une agence pour une entreprise de nettoyage à sec.
Dans la nuit du 6 juin 1962, MacDonald se rend dans un bar à vin nommé le Wine Palace et il rencontre un homme de 42 ans, Patrick James Hackett, qui n'est autre qu'un voleur qui vient tout juste être libéré de prison. Ils boivent beaucoup tous les deux, MacDonald lui propose de finir la soirée chez lui, sa victime accepte et ils se rendent chez MacDonald. Cependant, Patrick commence à s'endormir et donc MacDonald va pour lui poignarder le cou, il l'entaille très profondément, ce qui réveille sa victime qui va essayer de se défendre. Il tente de se protéger en repoussant le couteau de l'autre main, sauf que MacDonald, lui, a déjà prévu son prochain coup. Il le poignarde au niveau du cœur, ce qui le tue instantanément. Et malgré le fait qu'il soit déjà mort, MacDonald s'acharne sur lui jusqu'à en perdre son souffle. Le sang de la victime se répand sur le sol et sur les murs, et comme pour ses précédentes victimes, MacDonald tente, je dis bien tente, de lui sectionner les parties génitales, sauf qu'il n'y arrive pas, donc il s'endort à côté de sa victime. Le lendemain, il se réveille couvert du sang de la victime. En plus, il y a du sang partout par terre, dans les interstices parce que c'était du parquet, donc il y en a partout dans le magasin. Et il se dit, là, il faut que je fasse un truc, il faut que je me débarrasse du corps ou alors il faut que je fuis. Mais avant ça, il se nettoie et se rend à l'hôpital pour qu'on puisse lui soigner la plaie que la victime lui avait infligée au niveau de la main. Et il dira au médecin qui s'occupe de lui qu'il s'est coupé en travaillant dans son magasin. En rentrant chez lui, il décide de se débarrasser du corps, donc il traîne sa victime dans la cave de son magasin, il lui retire tous ses vêtements sauf ses chaussettes, on ne sait pas vraiment pourquoi, et ensuite il s'enfuit. En fait, il pensait que la police allait le retrouver, allait le pister, donc il part à Brisbane et ce n'est que 3 semaines plus tard que les voisins commencent à sentir une odeur nauséabonde, donc ils préviennent les services de santé et les services de santé préviennent eux-mêmes la police. Ce n'est que 5 mois après, le 20 novembre 1962, que la police découvre le corps d'Hackett. Et en fait, la décomposition est à un tel stade qu'ils ne peuvent pas l'identifier. En plus de ça, MacDonald s'était acharné sur lui, donc la victime était défigurée. Et la police, en recoupant les informations, se dit qu'il s'agit tout simplement du propriétaire du magasin qui est décédé. Et ce propriétaire du magasin, c'est MacDonald. Enfin, c'est plutôt Brennan et tout collait. Il avait 40 ans, il avait disparu, donc en fait, tout porte à croire que c'est lui la victime. Sauf que pendant ce temps-là, pendant que ses anciens collègues assistent à son enterrement, le vrai MacDonald, lui, vit à Brisbane en toute impunité, avant quand même de partir en Nouvelle-Zélande, car il se dit que peut-être les policiers étaient en train de le rechercher. Cependant, le naturel revient au galop et l'envie de tuer est de plus en plus présente. Donc, il décide de revenir à Sydney et lorsqu'il revient à Sydney, il tombe sur un ancien collègue à lui qui s'appelle John McCarthy. Ce collègue se dit mais attends, je comprends pas là, j'étais à son enterrement il y a quelques semaines, il est là, qu'est-ce qui se passe? Donc ils vont boire un verre ensemble et quand son collègue commence à lui poser des questions, à être un peu trop insistant sur le pourquoi du comment, en fait il est en vie alors qu'il a assisté à son enterrement, et ben MacDonald, il fuit. Pendant que MacDonald fuit vers Melbourne, John McCarthy se rend au poste de police et dit aux policiers « Il y a un petit problème, vous avez identifié une victime qui était soi-disant MacDonald, sauf qu'en fait je viens de le voir, donc c'est pas la bonne victime que vous avez identifiée. Mais étant donné qu'il avait beaucoup bu, les policiers ne le croient pas et lui disent une seule chose, rentrez chez vous et allez décuiter. » Sauf que McCarthy, il est persuadé de ce qu'il a vu, il est persuadé de son histoire, donc le lendemain, il retourne la raconter de nouveau aux policiers. Ces derniers lui disent « Arrêtez de nous prendre pour des débiles, rentrez chez vous, arrêtez de raconter des bêtises ». Et donc là, McCarthy, il va frapper très fort, il va au Daily Mirror pour parler à un journaliste qui est Joey Morris, il lui raconte son histoire et ce dernier publie son histoire dans la presse. Joey Morris est un journaliste judiciaire, il publie son affaire avec comme titre « Affaire du cadavre ambulant ». Cela force la police à réagir et les agents exhument le corps de la tombe. Les empreintes sont prises et en comparant avec les fichiers, les policiers se rendent compte qu'en fait la victime est Patrick James Hackett et que donc ils se sont trompés. Les détectives se rendent compte de plusieurs choses. Première chose, ils se rendent compte que le propriétaire du magasin n'est pas la victime mais probablement le tueur. Et deuxième chose, ils se rendent compte que ce même propriétaire est certainement le tueur en série qu'il cherche depuis des semaines, voire des mois, voire plus d'1 an, qui se fait appeler le mutilateur et qu'il n'arrive pas à attraper.
Ils ont perdu assez de temps, donc là ils réagissent vite. Ils font un portrait robot, ils publient le portrait robot dans les journaux et ils le placardent un peu partout à Sydney et dans les provinces alentours. Pendant ce temps-là, McDonald vit tranquillement et travaille au chemin de fer de Melbourne. Il s'est même teint les cheveux et a laissé pousser sa moustache. Il habite dans une pension de famille où il se fait appeler Alan McDonald et malgré toutes les précautions prises, ses collègues le reconnaissent et le dénoncent à la direction. Celle-ci se met en accord avec la police pour lui tendre un piège. McDonald doit venir récupérer son chèque de la semaine et au moment où il arrive, les policiers l'attendent et l'arrêtent. McDonald admet les meurtres et dit qu'ils sont dus à une irrépressible envie de tuer. Il raconte au détective l'origine de ses problèmes, le viol qu'il a subi par son caporal, et donc il leur dit que c'est pour ça qu'il a tué des personnes, c'était tout simplement pour se venger. Il est accusé de 4 meurtres au premier degré, son procès débute en septembre 1963 et c'est l'un des cas les plus sensationnels d'Australie. Durant son procès, McDonald parle très librement de ses crimes. Il explique dans des détails morbides comment il a castré ses victimes, comment il a mis leurs parties génitales dans des sacs plastiques, puis les a emmenées chez lui avant de les jeter. McDonald plaide non coupable pour folie, il ne montre aucun remords et il dira même que s'il était libre, il continuerait de tuer aussi souvent que ses pulsions le lui commanderaient. Le juge le condamne à la prison à vie dans le centre correctionnel de Sydney Bay et il est même plus particulièrement interné dans une section spéciale à l'hôpital de Long Bay. Très vite, il est transféré dans un hôpital psychiatrique sous le nom de Bill. En 1980, il est jugé suffisamment sain d'esprit. Il est donc transféré dans une prison traditionnelle à Cessnock et c'est à 2 heures de Sydney. En décembre 2000, il refuse d'assister à une audience fixée pour lui accorder une date à partir de laquelle il serait admissible à la libération conditionnelle. Il dit « Je n'ai aucune envie d'aller vivre à l'extérieur. Je ne pourrais pas y rester vivant 5 minutes. Je suis trop vieux et en plus, j'ai tout ce que je peux vouloir où je suis. » Aussi, un des journalistes lui a demandé pourquoi il avait tué ces hommes, ce à quoi il a répondu « Je n'ai pas assassiné ces hommes. Je l'ai fait physiquement, il n'y a aucun doute à ce sujet. Mais c'est l'autre personne qui vit en moi qui les a réellement tués. Jeune garçon, j'ai été diagnostiqué comme schizophrène et je le suis encore aujourd'hui. La schizophrénie signifie la double personnalité et c'est mon autre personnalité qui a tué ces hommes pour venger le soldat qui m'a violée. J'ai ensuite mutilé chacun d'eux de manière à ce qu'ils ne puissent plus jamais violer personne. C'est la raison pour laquelle j'ai passé 16 ans dans le centre psychiatrique de Morisset. William McDonald décède en prison le 12 mai 2015 à l'âge de 91 ans. Il était le plus ancien détenu du système carcéral de la Nouvelle-Galles du Sud. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que l'histoire vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la connaissiez et si vous l'avez appréciée. Et aussi, n'hésitez pas à me donner vos suggestions. Car comme vous l'avez vu, cette vidéo était une histoire qui m'a été suggérée, donc je lis tout. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.